Merci Fabien. Mon intervention s'intitule Lecture similaire. Je tiens d'abord en premier lieu à remercier Fabien et toute l'équipe qui a permis l'organisation de ce colloque. Donc, Lecture similaire se présente comme une ébauche d'un début pour un livre en cours d'écriture qui s'intitule Leaky Leak. Et il constitue aussi une suite au texte TI qui sera a priori bientôt en ligne sur le laboratoire du FIG. Je préviens, je fais deux petites choses pour... je préviens doublement. Il se peut premièrement qu'il y ait des approximations d'ordre économique, financier ou comptable qui se glissent dans mon propos, je m'en excuse. Je m'excuse deuxièmement pour le décalage notable entre l'abstract préalablement communiqué et la teneur de mon propos, mais c'est léger. Donc une première partie qui va en fait m'occuper quasiment les 20 minutes. Et vous allez voir, ça se découpe sous forme de numéros. Donc 0, compter et calculer. 0, 0, s'il n'y a ni monothéisme ni polythéisme, et si le marché existe, alors, sans doute, s'agit-il de partir des comptes, de quitter les comptes et pour cela les penser, ce qui a été sans doute insuffisamment fait jusqu'à présent. 0, 1, 0, il s'agit de penser ce que compter et ce que calculer peut être. J'ai précisé SIC, donc compter et calculer, les deux. D'un point de vue d'abord économique et financier, que nous résumons par commodité par ECOFI. Le terme ECOFI, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, il est employé par la littérature économique et financière. Et aussi d'un point de vue politique ensuite. 0, 1, 1, il sera toujours temps de penser en termes d'éthique ultérieurement, en découlerait potentiellement une pensée de la valeur. Ça va un peu vite ici. 0, 1, 2. Au moment d'initier notre propos, il nous semble important d'insister davantage sur le fait de compter que sur celui de calculer. Compter a apparemment davantage à faire avec la littérature, voire la poésie, que calculer. 0, 2, 0, Pierre-Noël Giraud. Donc Pierre-Noël Giraud, c'est un économiste français qui est l'auteur de plusieurs livres. Je peux vous en citer quelques-uns. L'inégalité du monde chez Folio en 1996, Le commerce des promesses au Seuil en 2001, Les principes d'économie en 2016 à la découverte, et qui a notamment fondé le CERNA, le laboratoire d'économie de l'école des mines. Donc Pierre-Noël Giraud dit, je ne sais plus s'il l'a écrit, je ne suis pas allé le vérifier, qu'en économie, la notion de valeur est strictement réductible à celle de prix. Il va même plus loin, assurant qu'il ne serait même pas nécessaire d'évoquer la valeur en économie, seuls les prix importants. J'en profite pour citer le sous-titre de l'un des grands œuvres du même auteur, des plus récents, soit Une économie politique du populisme, dont le titre est L'homme inutile. Je me permets de dire qu'il y a deux éditions de cet ouvrage. La première, ouvrage édition courante, on va dire, grand format en 2000, je ne sais plus, je l'ai noté quelque part, non même pas, 2016 il me semble, ou 15, chez Odile Jacob, et là, qui vient de sortir en librairie en janvier, une version revue et augmentée en poche, toujours chez Odile Jacob, bien meilleure, et il en est bien d'accord aussi. C'est à celle-ci que je me réfère. 021. L'étude de ce livre peut permettre de rabattre un nombre conséquent de gabegies économico-politiques nouées autour de la liberté et de l'égalité, lesquelles structurent et séquencent depuis plus de 2 siècles les politiques dites démocratiques ou progressistes. Je dis ça moi-même avec d'autant plus d'assurance que l'égalité et la liberté sont deux motifs importants d'ouvrages que j'ai écrits et qui s'intitulent Abondé aux éditions Nous en 2010 et Ego, autoportrait séquencé de Tony Chicane aux éditions Le Cartanier québécoises en 2012. 022. Il conviendra d'étudier et de détailler ultérieurement l'antithèse suivante. Égalité et liberté sont caduques, voire anachroniques, pour fonder aujourd'hui, maintenant, une politique progressiste et démocratique. Nous la sortissons d'une hypothèse, la comptabilité en partie double induit en erreur, faisant de l'égalité un passage obligé, impossible à assumer économiquement parlant,
de toute politique progressiste et un motif d'une politique qualifiée de gauche. Remarquons au passage que ces deux concepts structurent les représentations dites de gauche et de droite, ainsi que leurs sensibilités multiples. Bon, on pourrait détailler. 023, citation numéro 1. Donc je cite ici Laurence Fontaine, qui, dans L'économie morale, un ouvrage paru chez Gallimard en 2008, qui est sous-titré Pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe pré-industrielle. Donc je cite: la figure de Flavius est essentielle pour faire le lien entre Timon, son maître, et l'économie capitaliste. Il est l'intendant qui gère sa fortune et qui doit concilier les deux économies. Il enregistre les écritures, tient les comptes et les livres, et ce faisant, il montre que le monde réel n'est pas celui du noble. Fin de citation. Commentaire, il y a effectivement plusieurs économies, peut-être même plusieurs capitalismes, ça c'est aussi Giraud qui le développe, et toujours au moins deux économies, celle qui nous montre les comptes officiels et leurs détails, ou encore l'image des comptes et leur analyse. 1. Il nous faut revenir au cadre de ce colloque en nous référant à son sous-titre, moi aussi je renvoie au sous-titre, Épreuve contemporaine des relations texte et image. 2. Des calculs sont possibles à l'intérieur des tableaux d'Ecofi, ils sont même innombrables et a priori affaire d'analystes économiques, comptables ou financiers. À considérer tel ou tel tableau en tant qu'image, quel calcul, voire quel type de calcul est-il possible de mener ? Mais encore, quel type de géométrie serait-il possible d'utiliser pour analyser les images qui nous sont proposées ? 2.1. Nous tenterons de répondre à ces questions ultérieurement, notamment à la deuxième partie. Enfin, je passerai quelques images. 3. Intéressons-nous au goodwill. Goodwill qui figure à l'actif d'un bilan financier. 3.0. Hypothèse, le goodwill est à penser. 3.1. Définition numéro 1. Le Verniemen, consulté le 4 janvier 2018, définit ainsi donc le concept de goodwill. Le goodwill naît de l'écart entre le prix payé pour acquérir une société, mettons 100, et la quote-part des capitaux propres de cette société qui revient à l'acquéreur, mettons 40. Les Échos, avec le Verniemen, consulté le même jour, le définissent ainsi: il est possible d'évaluer la valeur d'une entreprise par la méthode mixte ou méthode du goodwill. L'entreprise voit alors son actif économique comptable auquel il convient d'ajouter l'actualisation sur plusieurs années de la rente de goodwill. Le super-bénéfice est défini comme la différence entre le résultat d'exploitation anticipé et le coût de financement de l'actif économique. Ce dernier est calculé en multipliant l'actif économique par le coût moyen pondéré du capital. Fin de définition. Discutant de ce concept dans Dialogue avec Fabien Vallos, donc Dialogue c'était un échange que nous avons eu qui a été publié dans une revue qui s'appelle Ce qui se crée. Donc Fabien Vallos a souligné: je propose alors que nous puissions lire précisément ce que tu entends, c'était moi, dans le goodwill comme achalandage et le prix comme valeur à partir des concepts proposés par Deleuze et Guattari d'alliance et de conjuration. Et cela aussi parce que le concept de goodwill n'est pas simplement une écriture, qu'elle ne peut vraiment l'être, mais un processus d'écart et d'ajout à partir de l'écriture. 3.2, commentaire, les dictionnaires courants ne reconnaissent pas le terme. Lorsqu'il est employé en français, c'est le terme anglais qui est utilisé. Serait-il possible, comme l'hypothèse en est faite ici ou là, de rapprocher ce concept du terme bénévolence qu'il s'agirait alors d'actualiser sérieusement ? 3.3.0, remarque, le bénévolat, proche en cela de la gratuité mais différent, ne peut être comptabilisé sauf par la perversité des systèmes d'aides étatiques et encore. 3.3.1. Que se passe-t-il à l'intérieur d'un goodwill ? Les spécialistes peuvent en parler, à l'instar des spécialistes des mathématiques appliquées à l'économie qui peuvent parfois parler de leur sujet. En fait, l'estimer, mettant pour reprendre les termes de Hilary Putman, au dogme fait valeur. Je renvoie donc à l'ouvrage Fait valeur, la fin d'un dogme et autres essais qui est paru à l'éclat en 2004. Quid des autres ? Quid de nous autres ? Ceux qui doivent en dire quelque chose construiraient peut-être une mythologie à partir de lui, de ses existences multiples, de ses multiples valeurs qui, sans doute, auraient quelque équivalence avec ce que nous avons qualifié par ailleurs de mythe absolu du contemporain. C'était dans le même dialogue dont je parlais tout à l'heure, soit
la création monétaire dite ex nihilo. D'ailleurs, ceux qui peuvent ou pourraient en parler n'ont rien de politique, faudrait-il leur jeter la pierre, ou presque rien à en dire effectivement. 3.3.2, revenons au goodwill. S'agirait-il au niveau du goodwill d'évaluer le bénévolat de l'actionnaire ou bien le bénévolat des salariés, toutes choses égales par ailleurs? Hypothèse à soumettre à l'épreuve de la pratique dans la deuxième partie. 3.4. Il est évident que tout signe peut permettre de produire, de fabriquer, de générer de la monnaie. Et mettons que ce phénomène puisse largement contribuer à ce que nous pourrions définir comme une folie commune ou plutôt comme une impuissance commune. 3.5. Retenons ce rapport entre mythe, dont il nous faudrait donner ultérieurement une définition, et création monétaire. 3.6. À partir de là, il est possible d'envisager et de penser une langue, une littérature liée à la monnaie, disons-le vite, parce que des temps pressent, une langue et une littérature de l'écophi. Je me permets une petite citation là, au niveau des temps qui pressent. Je renvoie à, et de la folie dont je parlais, je renvoie donc à Pierre Vesperini qui, dans son récent Lucrèce, archéologie d'un classique européen, écrit « La fascination pouvait faire basculer dans le monde des mythes. C'est ce qui arriva à Tibère dans l'île de Capri, car sa folie érotique était de bout en bout une folie savante, nourrie par la lecture des poètes et des mythologies. Mais la philosophie aussi pouvait faire perdre la tête. Tubero passait ses jours et ses nuits dans les livres ou en compagnie de son philosophe, car le savoir était aussi addictif. » 3.7, question assortie d'une hypothèse. Vous me direz, ça fait beaucoup d'hypothèses. Qu'est-ce que la poésie ? La poésie, en procédant notamment des mots, de la langue, ferait quelque chose de différent. Là, je vais parler d'un livre qui s'intitule Christie Mallory règle ses comptes de B.S. Johnson, publié chez Kidam. Pour vous le présenter, je vais juste lire une partie de la 4e de couverture. Dernier ouvrage publié du vivant de son auteur, Christie Mallory règle ses comptes, est à la fois le plus accessible, le plus exubérant et le plus désespéré des romans de B.S. Johnson. Au travers d'un humour ravageur, sous-tendu par la colère et la douleur, il met en scène un homme simple, Christie Mallory. Afin d'accroître sa proximité avec l'argent, celui-ci devient employé de banque, puis comptable. Découvrant le principe de comptabilité dite en partie double, il se l'approprie et en fait un usage inattendu. Pour toute offense subie, Christie est débiteur. Pour toute attaque portée à la société, Christie se crédite. Tous les comptes doivent être à l'équilibre et notre héros, entre guillemets, s'y emploie de façon fantaisiste, parfois dramatique, mais toujours personnelle. Et il se trouve, alors je vais y refaire allusion par la suite, il se trouve que dans ce livre, alors j'aurais peut-être dû prévoir une image, il y a des images de tableaux et de contes. 4.0. J'avais conclu un article critique du livre de B.S. Johnson, Christie Mallory règle ses comptes, qui était publié sur le site des fictions et qui s'intitulait Exit Christie, sur ces mots. Christie Mallory baigne dans des histoires d'argent, de cul, de genre et de politique qu'il vit à travers une organisation sociale qu'il souhaite voir enfin régie par des principes effectifs et durables de nature socialiste. C'est sur ce dernier terme que je souhaite attirer l'attention. Je mentionne maintenant la conclusion de l'idée du socialisme de Axel Honneth. C'est seulement quand, donc ouvrez les guillemets, c'est seulement quand chaque membre de la société sera en mesure de satisfaire les besoins qu'il partage avec chacun des autres en termes d'intimité personnelle, d'intimité physique et émotionnelle, d'indépendance économique et d'autodétermination politique, de telle sorte qu'il pourra dans cette attente compter sur la sympathie et l'assistance de ses partenaires,
C'est seulement alors que notre société sera devenue sociale en plein sens du terme. 4.1. Rares sont les livres et par conséquent les auteurs de littérature, plus encore de poésie, mais nous ne sommes pas là pour nous intéresser au genre, qui explicitement, sinon implicitement, portent sur ou s'intéressent à la comptabilité. Il en est dont la lecture nous aura marqué. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, de Christie Mallery règle ses comptes, dont on préférera d'ailleurs le titre original, qui est donc le suivant, Christie Marley's Own Double Entry, parce qu'il a le mérite d'indiquer d'emblée ce qui, c'est le cas de le dire, va compter, à savoir la comptabilité à partie double. 4.2. Le livre est ainsi parsemé de représentations de comptes, couramment appelées bilans. Ces représentations ou images dressent un portrait évolutif du personnage central du livre, donc Christie Mallery, on l'aura deviné, dont on ne sait d'ailleurs s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, quoi qu'en dise le texte. À l'instar du bilan d'une entreprise qui, à chaque fois qu'il est établi, correspond à une sorte de photographie chiffrée de son activité, le bilan de Christie Mallery est censé représenter son existence. En effet, Christie Mallery a délibérément choisi de vivre selon les principes de la comptabilité en partie double. Seulement, à la fin du roman, on n'est plus très sûr de l'ordre des choses. Le bilan, qui est proposé à l'issue d'une action ou d'une série d'actions ayant touché la vie de Christie Mallery, en est-il la conséquence ou l'antécédent? Les principes prévalents à la constitution des images de tableaux remplis de chiffres ne détermineraient-elles pas, disons à la manière dont les textes d'un livre sacré influencent la vie d'un croyant, l'existence de Christie Mallery? Et je précise que, en fait, les tableaux qui sont proposés dans le livre sont farfelus et fantaisistes. Ces principes ne sortent pourtant pas de nulle part. En France, en droit français, le Code du commerce actuellement en vigueur, par ses articles L123.12 et L123.14, dispose entre autres obligations, premièrement, que, je cite, « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable. » Fermez les guillemets. Et deuxièmement, un petit peu plus loin, que les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. Fermez les guillemets. Donc je souligne un peu lourdement, image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Donc image fidèle exige le Code du commerce. Ce dernier n'exige ainsi pas des chiffres, des données, mais une image qui plus est fidèle sans préciser ce que serait une image fidèle, sans doute parce que tout un chacun est censé savoir ce qu'est la fidélité. Retenons d'abord que les documents comme le compte de résultat ou le bilan, respectivement dénommés en anglais Profit and Loss et Balance Sheet, sont définis ensemble comme une image. Ils forment une image qui devra être orientée selon le dit code afin d'être fidèle. 4.3, citation numéro 2. Je cite donc Marie-Josée Monzin dans Image, icône, économie. Ouvrez les guillemets. Cette relation s'appuya sur la distinction de l'image et de l'icône. L'image est invisible, l'icône est visible. L'économie fut le concept de leur vivante articulation. L'image est mystère, l'icône est énigme. L'économie fut le concept de leur relation et de leur intimité. L'image est éternelle similitude, l'icône est temporelle ressemblance. L'économie fut le concept de la transfiguration de l'histoire. 4. Revenons à Christie Mallery. Comment le personnage de B.S. Johnson aurait-il pu s'en sortir, ne pas mal finir? Nul ne le sait. On peut toutefois imaginer que la constitution d'images infidèles, quand bien même chiffrées, de son existence ne l'aurait peut-être pas mené à sa perte, à son suicide. Car il faut reconnaître une grande lucidité à B.S. Johnson. En effet, combien de personnes sont-elles
ou combien d'entre nous sommes-nous aujourd'hui atteints par ce que l'on pourrait qualifier de chiffrage, de comptage infini de l'heure ou de nos existences d'un point de vue comptable, économique. Je fais abstraction du 5, je passe au 6, 6-0. Proposons en forme de conclusion à notre première partie une suite possible à notre réflexion. 6.1. Si l'on tient absolument à raisonner en termes de contraintes pour faire de la poésie, on conviendra de prendre l'écophyie pour une contrainte, y compris dans sa variante iconographique. Quant à la voix, quant au son, ayant suivi ce que l'on vient de subir, il serait assez facile de montrer comment il pourrait participer de la poésie que nous essayons de penser. Il me reste un petit peu de temps. Pas beaucoup, hein. Donc là, je suis censé débuter la deuxième partie. Mais la deuxième partie, je vais... Donc voilà, là, je me suis beaucoup attardé dans ce que j'ai dit sur les entreprises et donc les comptes de résultats et les bilans. Mais ce sont des choses qui, grosso modo, c'est un peu vulgaire ce que je suis en train de dire, peuvent s'appliquer aussi à la comptabilité nationale et notamment à ce genre de choses, tableau économique d'ensemble. Donc ce que je voudrais qu'on comprenne, enfin mon propos avec ce genre d'image, c'est de réfléchir à ce que ces images produisent. C'est-à-dire qu'il s'agit de considérer, de prendre ces tableaux pour des textes ou des images, des textes-images, tels que je les ai définis notamment dans le texte TI dont je vous ai parlé tout à l'heure. Afin d'être tout à fait explicite, disons qu'il est possible de prendre ce que nous regardons ici, ce que nous voyons ici, comme des photographies, comme des tableaux, des photographies, donc d'une entreprise à un instant T. Là, en l'occurrence, c'est pas une entreprise, c'est une nation. Donc, quelles images pouvons-nous associer ou associons-nous aux états comptables ou financiers ? Autre chose aussi qui ferait plutôt référence ou écho à ce que j'ai dit du goodwill, est-ce qu'il serait possible d'imaginer un badwill ? Et quelles seraient par exemple des images de rentabilité, mais pas des images de rentabilité comme on peut les avoir de manière courante, mais vraiment à partir de ces textes-images. Je vous présente, enfin je montre aussi ça. Donc ça, ce sont les comptes consolidés du groupe Renault de 2016. Et si on va ici, non, ça c'est le compte de résultat, c'est pas celui-là. Résultat non plus, c'est pas loin normalement. Voilà. Donc là, nous sommes dans les actifs, donc au bilan. Et nous avons donc normalement une ligne, le goodwill est ici, hein. Donc immobilisation incorporelle et goodwill dans les actifs non courants. Donc 3570 sur un montant total de 90. Et bon, pour les raisons que j'ai un tout petit peu évoquées tout à l'heure, je m'intéresse particulièrement à cette chose. Ça fait beaucoup rire. Voilà, j'avais d'autres choses à vous dire, mais je crois que je vais m'arrêter sur cette belle image.